Salut Marie. Salut Alex. Merci d'être là de nouveau. On a vraiment apprécié ta première intervention dans le balado de cette année. Bah, tu as le record de nombre de vues. Ah ouais. Et donc, les gens en redemandent. Et on s'était dit, on a décidé de ce sujet ensemble, d'attaquer plutôt les différences entre le potager avec ta méthode du non-travail du sol et un potager traditionnel. Ouais, C'est ça? c'est ça. On est Donc moi, bien j'ai au bon juste moment de l'année pour décider quelle technique on va faire cet été. Je sais pas si on le voit, mais j'ai une grelinette en déco parce que depuis que je te connais, apparemment, ça sert plus qu'à ça. On peut s'en servir la première année, mais après, on s'en sert plus normalement. Je te propose juste de partir de cette petite pique de Ben ouais. faut-il vendre sa grelinette quand on fait non travail du sol et pourquoi? C'est pas on n'est pas obligé de la vendre. On peut quand même, la garder au cas où on voudrait agrandir des nouvelles parcelles, parce qu'on s'en sert quand même, ça peut être pratique la première année pour démarrer une nouvelle parcelle. Puis aussi, on peut la prêter à nos amis, à nos voisins. En échange de troc, par exemple, donc c'est toujours, un outil pratique à avoir, mais c'est vrai qu'en non-travail du sol, on s'en sert plus après. On la passe pas la grelinette, là. On touche plus au sol du tout. On met du paillis, puis le sol, on le revoit plus, là. Que ou outre la boutade, est-ce que c'est vraiment l'incarnation qu'on touche plus au sol pour moi cette histoire de mettre la grelinette de côté? Ouais, on peut dire ça. Et est-ce que c'est selon toi la différence la plus fondamentale ou bah, je sais qu'on a toute une liste pour cette, discussion, mais alors ça serait quoi la liste des différences ou si on part de celle-ci pour, nous donner plus Ben, c'est d'infos? sûr que le non-travail du sol comme, nous, ma mère le pratique chez elle, là, c'est vraiment non-travail du sol, là. C'est pas, technique de maraîchage, sol vivant, tu sais, il y a toutes sortes, ben, ça peut être sol vivant aussi, mais je veux dire, il y a toutes sortes de déclinaisons, des méthodes de sol vivant, travail léger, où on passe quand même la grelinette, mais on utilise des purins ou on essaye de stimuler la vie du sol. Tandis que là, ici, on touche plus au sol. Non-travail du sol, c'est non-travail du sol. On met du paillis, puis c'est ça qui nourrit le microbiote du sol que lui, il laboure à notre place finalement. Puis il laboure vraiment beaucoup mieux que nous parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres, aspects de son travail dont le sol bénéficie que le labour, ne fait pas, mais en plus altère. Comme par exemple, si, les vers, ils font des galeries puis qu'ils laissent une substance gluante le long de leur galerie, ben, non seulement ils apportent une texture poreuse au sol, mais ils apportent aussi, la structure qui fait que ça se tient puis que ça va rester poreux. Tandis que quand on brise le sol, quand on le laboure, on a l'impression de l'alléger puis de l'aérer, ce qui est vrai sur le coup, mais après ça s'affaisse parce qu'on a brisé la structure. On a déchiré les mycéliums des champignons, les petites racines qui restaient dans le sol parce qu'aussi en travail du sol, on n'arrache pas les racines quand sauf celles qu'on mange, mais quand on récolte, on coupe au ras du sol puis on laisse les racines dans le sol. Fait que tout ça, ça fait que le sol, il se tient comme une structure stable qui s'érode pas puis qui s'affaisse pas sur elle-même. Donc il y a pas de compaction parce que non plus, on marche pas là où on cultive, tu sais, on est sur planche permanente. Donc non seulement le microbiote, il laboure mieux que nous parce que il est fait pour ça, il vit dans le sol, il est fait pour se construire des galeries, se construire des habitats dans le sol, puis en plus, ben, c'est son travail, il est durable, de plus en plus durable. Puis en plus, je rajouterais, c'est que vu qu'il le fait à l'aide du paillis, il va se nourrir de paillis en surface, puis il redescend de la matière organique lui-même, dans le sol, soit il va déféquer dans le sol ce qu'il a mangé en surface, ce qui fait qu'il enfouit la matière organique lui-même, fait qu'il enrichit le sol en plus de ses corps, de tous les corps des insectes, de toute la vie qu'il y a dans le sol qui naît, qui meurt, qui se multiplie, donc tout ça aussi, c'est de la matière organique. Fait que, en gros, c'est non-travail du sol par nous. Et est-ce que c'était un bon moyen d'introduire là où les différences principales entre un potager traditionnel et toute la méthode que tu as pu, rédiger? Ou tu vois d'autres différences? Celle-là, je suis sûr qu'on va la creuser au fur et à mesure de la conversation. Mais si tu devais nommer déjà une deuxième différence
Je dirais, il y a, tu sais, il y a plusieurs points de vue, mais du point de vue de notre point de vue de jardinier, ben ça le travail est très différent. Parce qu'on laboure plus, mais non plus on désherbe presque plus, puis on arrose beaucoup moins aussi, ça dépend des types de sols. Mais le travail est très différent dans le sens que le défi principal de cette technique-là, c'est de trouver assez de paillis, puis d'amener ces quantités-là dans le jardin. Donc ça finalement, le travail du jardinier, ça se résume presque à ça, tu sais. Oui, on sème, on récolte, tout ça, mais labourer, arroser, désherber, c'est remplacé presque en totalité par amener du paillis, finalement. De notre point de vue de jardinier, c'est ça la plus grosse, différence. On Puis, devient on le chercheur sent de dans paillis et ouais, déplaceur de paillis, c'est là qu'on se rend compte de la valeur de de toutes les matières organiques qui traînent un peu partout autour de nous. Puis on la sent dans notre corps la différence parce qu'entre rester accroupi une demi-journée au soleil pour désherber des carottes, ou bêcher le sol comme ça, sol d'argile lourde ou travailler le sol, c'est extrêmement énergivore, là, c'est très lourd le sol donc apporter du paillis à côté de ça, c'est c'est un pur plaisir. c'est ça, donc tu dis Transporter une la brouette. 2e excuse-moi, la 2e grande différence, c'est dans la conséquence sur quel est le rôle Mmh. du jardinier. J'avoue que c'est quand même, structurant. Est-ce qu'il y aurait pas aussi quelque chose où si je veux, démarrer tout de suite, est-ce qu'il y aurait pas un sujet de temporalité? Au sens où quand je démarre ou même si je transitionne, tu pourrais peut-être nous parler de ça, cette notion de transition du traditionnel, au non-travail du sol. Il y a pas plus d'années à attendre avant que je puisse profiter de cette fertilité et cette structure, améliorée? Non, pas forcément. Ça dépend toujours de quel sol on part, là. Si on part d'une entrée de gravelle, compactée, là, ça va être un peu plus long. Mais, en gros, on y va avec la rotation des cultures. Donc, comment je pourrais dire ça? C'est qu'on peut partir directement sur le sol sans découiner, sans passer par l'étape d'arracher l'herbe en place, puis de labourer, de préparer un beau sol meuble, tu sais. Si on commence la première année avec, des courges, des maïs, des plantes qui prennent beaucoup d'espace entre elles, puis qui ont besoin de beaucoup d'azote, on peut pas faire ça, par exemple, avec des carottes, là. Mais, ça fait qu'on met on passe la grelinette sur la planche là où on veut cultiver. C'est la seule fois où on passe la grelinette. Puis à ce moment-là, on met du compost ou du fumier même, ça peut même être du fumier frais là, une bonne épaisseur sur le dessus, toujours en surface, on n'enfouit rien. Après, on peut mettre, un carton selon la densité de l'herbe là, si c'est du chien-dent ou quoi, on peut mettre du carton pour faire un peu comme l'occultation, puis par-dessus ça, on met du paillis. Puis on va planter au travers tout ça en perçant le carton, puis en mettant, par exemple, une graine de courge dans l'épaisseur de fumier en dessous de tout ça. Fait que fumier, carton, paillis, ça va occulter l'herbe en dessous. Puis le microbiote, il va décomposer tout ça, puis il va l'intégrer dans le sol, puis il va construire du sol finalement. Donc la première année, on cultive par exemple des courges. La deuxième année, des choux dans le compost qu'on a mis aux courges l'année d'avant. Puis après 3 4 ans, mais là, on commence à avoir, un vrai sol, un petit sol fin, meuble, organique pour semer des carottes ou des betteraves, mais les années d'avant, on a quand même cultivé dans ce sol-là. Je sais pas si tu me suis? Ouais, ouais, très bien. D'ailleurs, j'ai une question par rapport parce que là, tu montres tout le sujet, ouvrir une parcelle dans un contexte de non-travail du sol et est-ce que l'ordre que tu as donné, c'est celui que tu suggères le plus? Est-ce qu'il y a une raison stratégique de commencer par la courge? Parce que ça, c'est une question qu'on a souvent. Déjà, comment ouvrir une parcelle? Mais aussi, quelles cultures seraient les plus épanouies dans un sol qui débute, si on peut dire ça comme ça? Bah, la courge, c'est un exemple, là. Il y en a plusieurs. Mais typiquement, quand on a un jardin déjà en place, c'est une bonne manière d'ouvrir des nouvelles parcelles pour agrandir le jardin. De mettre ces cultures-là sur les nouvelles parcelles qu'on agrandit, puis les carottes, betteraves sur les parcelles plus âgées où le sol est déjà construit. Ouais, c'est ça. C'est peut-être, quand je parlais de temporalité, c'est peut-être juste le sujet où quand tu as répondu: «On y va avec la rotation des cultures». Mais en fait, on se permet quand même d'attendre 2 3 ans histoire que ton sol, les cultures qui ont besoin d'être le plus meubles, il Oui, mais attend. on n'attend Ouais. pas forcément. C'est que le sol, il va être bon dès la première année,
Si on veut cultiver des carottes la première année, on peut aussi, découenner puis, se préparer un beau sol meuble sur la planche où on va avoir des carottes, mais on n'est pas obligé de le faire sur tout le jardin. Et tout à l'heure, on parlait de transition. Là, tu parlais de faire la méthode sur, une seule parcelle. Mais est-ce que c'est un contexte que tu as souvent accompagné, de transitionner d'un potager traditionnel à ta méthode? Est-ce que, par exemple, tu suggérais de faire des tests pour se forger des convictions? Moi, j'en ai j'essaye de cacher la lumière, là. Est-ce que le soleil, il gêne? Pas tant, honnêtement. Ça donne un Autant, non? effet, double rayonnant. Comme ça? OK. Oui, ben, si on est frileux, on peut faire des tests, des parcelles expérimentales, là, mais de tous les gens que j'ai accompagnés, j'en connais pas qui sont revenus en arrière. Ouais. Et peux-tu nous refaire des petits rappels sur le paillis? Parce que, moi, bah, même moi, tu sais, la différence entre foin et paille et peut-être nous donner un exemple. Toi, tu vas te sourcer où en paillis? Est-ce que tu as testé différentes, sources parce que peut-être que ton fournisseur de lin, il était plus disponible après? Et c'est juste pour amener le sujet d'après qui serait peut-être les problèmes que peuvent amener certains pays, notamment, peut-être un excès de banque de semences qui fait qu'on a plus de Mmh. mauvaises herbes ou Les paillis, c'est n'importe quoi qui est n'importe quelle matière qui est biodégradable. Exemple de matière toxique, là, tu sais, on va pas mettre, des cartons cirés avec, plein d'encre dessus. Mais du carton ondulé brun, normal, ça peut faire du paillis. Du BRF, du foin, de la paille, des feuilles mortes, de la tonte de pelouse, c'est de l'excellent paillis, la fauche de bord de chemin, des vêtements en fibre naturelle, qui ont passé par l'état de guenille, qui sont plus utilisables en guenille, ben là, ça peut faire du très bon paillis. De la laine de mouton, n'importe tu sais, de n'importe quoi finalement là qui est biodégradable. Puis après, il faut surtout garder à l'œil le ratio carbone-azote, finalement. Parce qu'il y a des matières plus azotées puis d'autres plus carbonées, fait qu'on s'assure d'avoir toujours l'équilibre pour pas mettre une grosse dose de carbone puis qui pourrait faire une fin d'azote. Mais à partir du moment où on équilibre le ratio carbone-azote, on peut mettre, toutes les matières organiques finalement, là. Tu sais, quand on regarde les terra preta en Amazonie, dans les fouilles archéologiques, ils retrouvent, tous les objets du quotidien à l'endroit où il y avait les jardins, là. Parce que le plastique existait pas à cette époque-là, puis eux, ils avaient compris que mmh. le sol, c'était leur poubelle, puis c'est comme ça qu'ils le sol, il mange la matière organique, lui, finalement. Fait qu'ils retrouvaient des restes de vaisselle, des ossements, tout allait dans le jardin, finalement. Fait qu'après, Je on reste trouve à l'affût de toutes ces matières-là qui traînent un peu partout, là. qu'il y a vraiment aucun mauvais paillis dans Mmh. ça. Ben, les mauvais paillis, ça serait quelque chose, c'est ça, qui amènerait des matières toxiques dans le jardin, si c'est des vêtements qui sont pas en fibre naturelle, par exemple, ou des produits qui peuvent être traités ou des feuilles mortes, nous, on récupère beaucoup les feuilles mortes à l'automne, là, dans les sacs poubelles, au bord du chemin, mais on s'assure que ça soit des terrains, des assez grands terrains, pas trop proches des stationnements non plus, où des fois, il y a des déchets qui s'envolent ou quand on récupère les feuilles au printemps, des fois, il peut y avoir du sel de déglaçage si c'était, là Mmh. où il y a eu des accumulations de neige ou tu sais, on c'est plus les matières toxiques, là, qu'on surveille. Est-ce que des fois on se soucie d'un excès de semences, par exemple de blé qui va envahir, une coupe tardive? On a justement un paillis qui va nous amener des tonnes de nouvelles variétés. On Je s'en sais ce que soucie tu vas me répondre, mais On s'en soucie un peu, parce que s'il y a vraiment beaucoup de graines, ça peut être problématique, mais en même temps, on travaille avec des grosses épaisseurs de paillis. C'est 10 centimètres en permanence, puis le microbiote, il a faim. Donc, faut en rajouter assez souvent parce que ça se décompose, tu sais. Fait qu'avec 10 centimètres, ça sert d'occultation aussi. Fait que même s'il y a des graines, ils vont pas toujours se transformer en mauvaises herbes dans le jardin, tu sais. Soit ils vont sécher sur le paillis, soit ils vont se retrouver trop enfouis puis pourrir. Donc c'est aussi l'avantage que si on a toujours un peu de désherbage à faire dans le jardin, puis s'il y a des herbes, on peut juste les arracher, les couper idéalement ou les arracher si c'est des vivaces envahissantes, puis les mettre sur le paillis, puis ils vont sécher en paillis puis devenir du paillis. Donc même, par exemple, du chou gras, s'il est un peu en graines, si on le met sur 10 centimètres de paille, les graines, ils vont pas germer, là. et sur le sujet de la fertilité,
En préparant cette discussion, je trouvais qu'il y avait un peu des contre-arguments qui disaient que, bah, tu sais, quand on dit on achète une poche de compost, on décompacte un peu, on essaie de l'insérer. Des fois, il y en a qui ont la métaphore qu'on va essayer d'entourer le système racinaire de la plante, de plus de nutriments possibles. Donc on se dit: «Bon, bah, OK, je décompacte assez profond pour essayer de mélanger, du compost, de fumier séché», ou peu importe ce qu'on achète. Et tandis que là, comme tout reste en surface, on dirait qu'il y a l'argument de se dire: «Mais ça va jamais pénétrer». Mais c'est le microbiote qui le pénètre. C'est le microbiote qui mélange tout. Puis, au fil c'est sûr que les premières années, ça va être un peu moins fertile, dans le sens qu'on parlait d'un délai d'efficacité au début. Il y a pas vraiment de délai d'efficacité, mais plus le temps passe, plus le sol est fertile. Ici, ma mère, on a switché, je dis elle, nous en tout cas, c'est on est comme On a ensemble, puis compris que c'était pas plus que ensemble, mais on a switché au non-travail du sol en 2012. Fait que ça va faire, ça fait quand même longtemps là, tu sais, 14 13 ans. Puis la fertilité augmente toujours là, les récoltes sont toujours meilleures donc est-ce que, tu sais, est-ce qu'il y a une fin à ça? Je sais pas. Fait que oui, il y a un délai, mais il y a pas de délai d'efficacité, mais quand même la fertilité augmente toujours parce que le microbiote, il descend finalement toujours plus de matière mmh mh. dans le sol. Puis il y a plusieurs, tu sais, le microbiote, c'est infini la diversité des êtres vivants qu'il y a là-dedans. Fait qu'il y a plusieurs, types de micro-organismes. Il y en a qui vont manger la matière fraîche en surface, qui sont des organismes, aérobiques, qui vivent à la lumière, puis d'autres qui vivent dans le sous-sol, qui sont plutôt qui vivent dans le noir, puis qui sont plutôt anaérobiques, ou semi-anaérobiques ou carrément anaérobiques, qui vivent dans les fines particules d'eau autour des grains de terre. Fait que, eux, ben, ils vont dégrader de plus en plus la matière organique fraîche que le microbiote de surface, il descend comme les vers de terre. On sait qu'il y en a qui voyagent beaucoup de haut en bas. Eux, ils vont descendre la matière, puis le microbiote du fond, il va la dégrader de plus en plus. Puis il y a même des champignons puis des bactéries qui dégradent finalement la roche mère, tu sais, les grains de sable puis les roches qu'on trouve dans le sol, qui dégagent eux aussi des nutriments. Donc, finalement, c'est de faire confiance au microbiote, puis lui, il fait beaucoup mieux que nous parce que nous, on a beau de mélanger du compost, on va pas aller altérer les petits grains de sable là, pour aller chercher des phosphates qu'il pourrait y avoir dedans. Mais tout ça, ça demande un peu de temps, mais, mais on a des efficacités quand même dès la première année, là. Ça, c'est sûr. Puis, faire confiance à la nature, mais aussi à la science, parce qu'au final, j'ai quand même trouvé beaucoup de recherches scientifiques qui concluaient ce que tu dis. C'est drôle, en cherchant, je suis tombé sur, le mot anglais que au final, j'avais jamais entendu, le no dig. Mmh, No dig gardening, c'est ça, hein? ouais. No dig ou no till des fois aussi, ouais. OK, ouais, non, parce que, je l'avais jamais entendu comme ça, je l'ai plutôt entendu, de toi et du monde francophone, Mais du moins. c'est de plus en plus répandu, même dans les grandes Mmh. cultures, même dans l'agriculture industrielle, on développe actuellement des semoirs, qui vont derrière les tracteurs là, des semoirs à semis direct. Donc, après il y a tout l'enjeu des mauvaises herbes là, des adventices que des fois c'est traité au glyphosate. En tout cas, il y a encore de la recherche à faire, mais il y en a beaucoup qui se fait en ce moment, ouais. Et je sais pas si tu l'as entendu, mais Lily Michaud, dans, 2 épisodes précédents qui nous parlent de la lutte contre ravageurs, elle avait abouti à la même conclusion que toi sur, comment bâtir un système de défense contre, de multiples ravageurs et maladies. Et donc comme on l'avait et donc non seulement on t'a nommé, mais on a fait un clin d'œil à tout ce mouvement-là parce qu'il y avait une partie sur, plutôt les maladies type, mildiou qui sont dues à un excès d'humidité et donc que le paillis aidait à ça. Puis il y avait aussi un axe où au plus on a de biodiversité, au plus on a un système de défense qui est résilient, Mmh, équilibré contre, ouais, toute potentielle, attaque. Donc ouais. je vous invite Mais à c'est aller c'est tout à écouter fait vrai. ça. C'est tout à fait vrai même pour les ravageurs parce que le sol, il est plus équilibré, donc il y a plus de prédateurs des ravageurs aussi. Puis il y a beaucoup de choses qui vivent dans le sol, mais qui vivent aussi en surface. Donc, on a vraiment remarqué ça même. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question par rapport aux limaces. C'est un sujet un peu plus complexe que je résumerai pas en une phrase, mais c'est toute une question d'équilibre d'écosystème.
Nous, c'est vraiment ici c'est vraiment comme ça ici qu'on a réussi à contrôler les limaces, là. Mmh. Ouais, je pense que c'est un gros point et en effet, le sujet des limaces y est revenu, souvent, je trouve, dans la préparation de cet épisode. Plutôt que lié aux peurs que peut amener un excès de paillis et cetera. Là, on a nommé la fertilité, mais en tout cas, bah, c'est agréable de voir qu'on est en train tous de converger vers une meilleure Ouais, compréhension. ouais. Puis de travailler avec l'écosystème en place, là, finalement, je pense que c'est ça qu'on qu'on est en train de comprendre ces années-ci. C'est qu'ils travaillent pas contre nous, en fait. On est dans la même équipe. Et est-ce qu'il y a quelque chose à extrapoler de cette méthode de non-travail du sol où on se projette plus, comme tu l'as dit, on a beaucoup de biomasse qui nous entoure, des feuilles, de la paille. Honnêtement, on se projette en campagne quand on entend le non-travail du sol. On se dit: «Ça me concerne pas. Si j'ai des bacs, un balcon, un pot». Est-ce qu'il y a quand même quelque chose à transposer aux cultures en contenant? Oui, on peut mettre du paillis sur des pots, ça, c'est sûr. Puis, il y en a quand même du paillis en ville, il y a toutes les retailles de la ville, là, des plates-bandes, d'horticulture. Des fois, on peut les ramasser quand on voit les ouvriers qui travaillent. On dit: «Je peux-tu partir avec une brouette de tes branches?» Tu sais? On peut, les déchiqueter, par exemple, pour faire du BRF. Il y a toutes les feuilles mortes. Nous, on va en ville pour récupérer les feuilles mortes à l'automne, tu sais? On se fait des réserves de feuilles mortes, que les gens ont mis tout près au bord du chemin dans un sac poubelle, juste pour nous presque, tu sais? Donc, oui, il y a beaucoup de matière organique aussi en ville. Puis on a aussi on a les mêmes avantages à le mettre, à s'en servir en pot. C'est juste que vu que le pot, il est extrait du sol, il est pas directement connecté à tout le microbiote du sol qui y arrive, ben, c'est ça, c'est un peu moins efficace, là. On a moins de bénéfices de biodiversité, si on veut, puis des fois, ça se peut que ça s'épuise plus vite le sol, qu'on doive changer la terre des pots, par exemple, ou mais on a beaucoup d'autres avantages. Les autres avantages comme réduire l'arrosage puis réduire le désherbage, on les a en pot aussi, ça c'est sûr, puis en bac. Mmh. Tu parlais de microbiote un peu plus appauvri dans une culture en contenant. Est-ce que tu as déjà traité le sujet ou suggéré en amener, je sais pas, une poignée de vers de terre ou, Ça peut aider, ouais. on dirait qu'il y a de plus en plus de choses d'ailleurs qu'on peut acheter en centre de jardin qui essaient de nous faire comprendre qu'il y a de la vie dans Mmh. ces produits et qu'il faudrait les mettre, mais j'ai pas encore fait le tour suffisamment de tous ces Ça peut aider, mais il y a toujours, l'histoire aussi de qu'est-ce qu'ils mangent, tu sais? Est-ce qu'on l'en faut qu'on en amène, mais il faut qu'on leur amène aussi de la nourriture. Tandis que quand on ça en fait qu'en pot, c'est un sujet différent. Parce que quand on est directement dans le sol, on leur met du paillis, c'est tout. Après, ils viennent, ils sont là naturellement dans le sol, les vers de terre, ils arrivent, puis, c'est ça, le microbiote se développe. Après, oui, il y a un autre niveau qu'on peut atteindre, que je connais des gens qui travaillent, scientifiquement sur ce sujet-là, puis qui vont, par exemple, prendre des extraits du sol, qui vont passer au microbiote, au microscope, pardon, puis qui vont, analyser les types de micro-organismes qu'il y a dans le sol, puis selon un sol, épanoui, sain, tout ça, est-ce qu'il manquerait certains organismes? Puis là, ils peuvent faire des cultures de micro-organismes, puis amener ces organismes-là. Mais de le faire à l'aveugle, tu peux tomber ou pas sur le sur le bon produit pour ton jardin, tu sais? Je pense pas que ça soit qu'il y a des risques, là. Mais des fois, il y a pas forcément besoin, tu sais, c'est un peu comme en tout cas, je fais une comparaison avec le problème de la pollinisation. Sauver les abeilles, là, tout le monde se met à avoir des ruches, mais finalement, ça nuit aux pollinisateurs naturels, tandis qu'on est mieux de cultiver des fleurs exemptes de pesticides, par exemple. Fait que c'est un peu le même principe pour le sol, en nourrissant le microbiote, puis il se développe par lui-même. oui, il se fait son propre équilibre, pas Ouais. essayer de chercher à jouer au magicien, Ben, qui après, il y en a qui le font spécule scientifiquement. sur les interactions, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, lui, il attend juste ça. C'est la vie de la planète Terre, tu sais, c'est toute la biodiversité qui est là, puis qui attend juste d'avoir l'énergie pour mener sa vie. Donc si on lui amène du paillis, ben, il fait sa vie, là, c'est ouais. Ça n'enlèvera pas ma petite victoire où j'ouvrais une nouvelle parcelle qui était en contenant entourée de béton. Puis j'ai ramené une petite poignée où il y avait 2-3 vers de terre, puis je me suis dit que Ah ben, c'est sûr. c'était un Ils coup sont mieux là que sur c'était le un coup de trottoir. génie. J'ai pas vérifié s'ils étaient multipliés quelques, semaines plus tard, mais
J'ai quand même trouvé deux potentiellement, sujets où notamment dans le contexte du Québec, ça pourrait être plus problématique que les autres où les réponses semblent évidentes, qu'il y avait que des avantages. Le 1er, c'était, quand on a un pH qui est pas idéal et qu'il faut appliquer de la chaux. C'est quand même ça avait l'air que pour faire pénétrer la chaux ou est-ce que tu as déjà eu ce sujet-là où, la couche de paillis est tellement forte qu'on a du mal à rééquilibrer le pH? Non, j'ai jamais eu ce problème-là. L'idéal, c'est de tamponner le pH un peu chaque année pour pas arriver à une grosse différence de pH à redresser. C'est sûr que quand on arrive sur un terrain neuf, là, c'est différent. Mais même ici, la chaux ou la cendre, on l'enfouit pas non plus, là. En fait, on la met, comme j'en parle un peu dans le livre, là, du jardin vivrier, c'est qu'on met la cendre, sur la neige au printemps. Ça accélère la fonte de la neige, puis elle se lessive un peu elle descend dans le sol, dans l'eau de la fonte de la neige. Puis de toute manière, le paillis, ça se décompose assez vite, là. Donc ça s'incorpore dans le Ça fait sol avec le descendre. ouais. Puis avec l'eau de la pluie, tout ça, ça descend. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là, non. Le paillis, en tout cas, c'est particulier parce que c'est à la fois un peu comme une toile d'occultation assez étanche pour obstruer la pousse des adventices, puis en même temps, ça laisse passer beaucoup de choses, d'oxygène, d'eau, donc c'est juste la bonne texture, là, de C'est drôle que porosité. tu parles de en tout cas, on fait confiance à la gravité, au microbiote qui fait descendre tout que ce soit la chaux, tu as nommé la cendre, dans le sol. Veux-tu nous dire, ce que ça veut dire lessiver par principe qu'on essaie de vulgariser tous ces termes? Ouais, lessiver, c'est peut-être pas le terme idéal parce que, en agriculture, Mmh. quand on parle de lessivage, on parle de nutriments qui sortent du sol par l'eau de la pluie, par exemple, s'il y a de l'érosion, c'est pas toujours pas tout à fait la même chose, mais si, par exemple, le meilleur exemple que je pourrais prendre, c'est si on fait trop d'épandage d'un pesticide ou d'un engrais qui est soluble dans l'eau, puis qui peut pas être absorbé par la culture pendant que la culture pousse ou par, la structure du sol. S'il reste pas emprisonné dans le sol ou dans la culture, il va juste descendre dans la nappe phréatique. Tu sais, il va s'écouler avec l'eau, finalement. Fait Mmh. que puis il va aller polluer les nappes phréatiques et les cours d'eau. Ça, c'est un problème classique qu'on connaît tous en agriculture. Mais ça fait un peu le même principe que l'eau de la pluie entraîne c'est juste c'est ça que je voulais dire finalement, que l'eau de la pluie entraîne les Ouais, ouais, nutriments ouais. vers le fond grâce à la gravité, là. On a une petite question, entre-temps, ayant laissé mes résidus de jardin l'an dernier, est-ce que tu me suggères de recouvrir avec de la terre ou du compost avant de semer? Recouvrir par-dessus les résidus, non, vraiment pas. La terre, on n'y touche plus, on n'a pas besoin, à part si on est vraiment sur une ancienne entrée de gravelle, mettons, là, sinon on n'a pas besoin d'amener de la terre. La terre, on la construit en amenant de la matière organique, puis le microbiote va s'occuper de la décomposer, puis, la dégrader, pour l'incorporer avec les particules de sol qui sont déjà en place, qui sont pas forcément de la terre, là, mais qui peuvent être du sol minéral, puis c'est ça qu'on appelle l'humus finalement. C'est des molécules, des agrégats de matière organique et de terre. Mais ça, nous, on peut pas faire ça, c'est le microbiote qui fait ça. Donc on n'a pas besoin d'amener de la terre. La terre, on la construit, on la fait construire par le microbiote en amenant de la matière organique. Puis surtout, on recouvre pas le paillis de terre parce que dans le fond, c'est qu'on respecte toujours l'ordre de décomposition de la matière organique. C'est le non-travail du sol, c'est l'imitation du sol forestier. Donc c'est comme ça que la nature fonctionne. C'est comme ça qu'elle a été créée pour fonctionner, c'est que les déchets, les débris végétaux, les feuilles, les branches, les corps des animaux s'accumulent en surface. Le microbiote le décompose, puis l'intègre dans le sol, mais comme on disait, chaque micro-organisme est à sa place. Les limaces, ils vont manger les feuilles mortes, les branches qui sont en surface. Eux, ils vivent pas dans le sous-sol. C'est d'autres organismes, des petits insectes, des vers de terre qui vont aller chercher des morceaux de feuilles que la limace a déjà découpés pour les descendre dans le sous-sol. Donc, si on mélange tout ça, c'est aussi le problème d'incorporer du compost ou de la matière organique ou de la chaux, c'est qu'on finalement, on vient tout remuer le sol puis l'ordre dans lequel ça travaille naturellement.
Fait que si tu as des morceaux de branches ou d'herbe ou de matière fraîche qui se retrouvent dans le sous-sol, tu as plus les bons micro-organismes, fait que des fois, ça se décompose juste pas, tu sais. On avait essayé des techniques, par exemple des techniques de butte là, un peu en permaculture où tu enterres du bois, des trucs comme ça, puis des années après, ça a pas bougé. Ça s'est pas décomposé parce que c'est pas les bons micro-organismes qui sont là. Le bois, il se retrouve anaérobique, puis c'est pas les bons champignons c'est pas les bonnes conditions pour les bons champignons. En tout cas, donc c'est ça, on respecte toujours l'ordre de décomposition de la matière organique en mettant toujours la plus fraîche en surface. C'est pour ça qu'on met toujours le compost sous le paillis. Reparle-nous de ça parce que je trouve que c'est un excellent moyen technique quand c'est succinctement résumé. Comment se projeter ou accompagner la décomposition, puis cette notion de décider qu'est-ce qu'on met l'un au-dessus de l'autre. Ben, c'est toujours du plus frais au plus décomposé, ou du plus décomposé en dessous au plus frais sur C'est le ça. dessus. Et c'est le truc pour s'en souvenir, c'est de penser à la forêt. Si on veut amener du nouveau paillis, puis que, par exemple, quand on ferme le jardin à l'automne, on met du paillis pour être sûr qu'il y a une bonne couche de paillis partout, pour nourrir le microbiote pendant l'hiver, puis protéger du gel, tout ça. Donc s'il reste du vieux paillis de l'été, mais il en reste presque plus, mais qui est du vieux paillis, déjà décomposé, mais là, on met toujours le paillis par-dessus finalement. Puis, c'est ça, pareil, si tu as des résidus de culture ou quoi que ce soit, on laisse tout là, puis on remet du paillis par-dessus. Mais si tu veux mettre du compost, là, le compost, lui, il est plus décomposé que des feuilles mortes, par exemple, ou de la paille. Mais là, on va juste, avec un râteau, gratter le paillis qui reste, mettre le compost en surface, puis remettre le paillis, le vieux paillis décomposé, on le remet par-dessus le compost, puis après, on rajoute du neuf par-dessus. Donc là, c'est toujours dans cet ordre-là. Mmh. Cette règle, je la trouve, assez visuelle et facile à retenir. Puis tu es en synchronicité avec nos auditeurs parce que tu as répondu, presque en temps réel à une question qui a été posée, live qui était: «N'est-ce pas un défi de planter à travers le paillis, résidus organiques?» Puis c'est le moment où tu as dit qu'il fallait ouvrir. Ben là, on ouvre pour mettre le compost, puis après, on ouvre aussi pour semer, c'est la même chose, ou planter. Mmh. On ouvre, ouais. Après, ça dépend toujours de quelle plante priorité pour chacune. Puis on joue aussi avec les types de paillis. Si tu as des plus petites plantes, on va mettre, des paillis plus petits, plus fins, puis on peut mettre des paillis plus grossiers aux plantes plus grosses. Fait qu'on joue un peu avec ça aussi, là, selon Est-ce le que plan tu de connais jardin. ce est-ce que tu connais ce livre, affiché à l'écran, The Regenerative Growers Guides to Garden Amendments de Nigel Palmer? Non, non, ça me dit rien. Et je lis pas, énormément l'anglais non plus, donc la littérature Et anglophone. la question c'était, il parle d'amendements faits à partir de matériaux organiques locaux. Est-ce que vous pratiquez ça chez vous? Bah, c'est directement ce qu'on fait. Tu nous as D'amendement. pas dit d'où venait toi ta source de paillis? Est-ce que c'est un voisin? Ben, après, ça dépend ce qu'elle entend par amendement, là, mais nous, les amendements, c'est compost paillis. Mais comme je disais, nous, on va, pour récupérer le paillis, on va, par exemple, en la ville d'à côté, à l'automne, chercher des sacs de feuilles. On fait pas des voyages exprès, là, mais quand on passe en Mmh. ville, on remplit le coffre. On peut prendre des balles de foin ou des balles de paille, qui sont, par exemple, d'un agriculteur voisin. Heu, des balles, par exemple, de foin qui sont restées un peu à la pluie, là, qu'il peut plus donner à ses vaches, puis il va juste nous charger le transport finalement. Avec une balle ronde, là, on en a pour, pour un bout, là. Après, on utilise beaucoup la fauche. On a une faux manuelle, puis on fauche la pelouse, donc la tonte de pelouse, la fauche des bords de chemin. Beaucoup de BRF aussi quand on taille les arbres. On Mmh. a une broyeuse électrique, là, pour se faire du BRF. Puis tous les résidus de culture aussi. On sort rien du jardin, là, on laisse tout, tu sais, il y a beaucoup de techniques qui sortent les résidus, qui vont les composter, les ramener dans le jardin. Nous, on évite cette étape-là, on fait juste les laisser sur place, empaillés finalement. Parce Heu, que ton livre, il est assez fort, sur le sujet de, quantifier le bon nombre de semences pour se nourrir une majorité de l'année. D'ailleurs, on va sûrement l'intégrer dans la main verte au moment où on choisit ses quantités à semer pour se référer aux standards du jardin vivrier. Merci pour ça, Marie. Mais, il y a peut-être ce sujet-là sur, la biomasse où on doit se faire un peu une idée de ce que ça va prendre parce que des fois, on se fait surprendre par les volumes, nécessaires pour couvrir de paille des ouais, surfaces. Ouais.
C'est des gros volumes, puis en même temps, il y a des gros volumes de matière organique qu'on jette tout simplement aux poubelles, là. On s'en rend pas compte, mais ça reste un défi de trouver cette matière organique-là, puis en même temps, il y en a quand même beaucoup aussi, là. Mmh. Mais, il y avait quelque chose que je trouvais intéressant, j'ai perdu mon idée. Par rapport aux trucs locaux, oui, c'est ça, par rapport aux matières locales, il y en a, par exemple, qui vont vivre, au bord de je sais pas, de l'océan, qui vont ramasser des algues ou qui vont ramasser, telle herbe qui pousse en abondance, chez eux. Est-ce que c'est bon en paillis? Ben, c'est la réponse, c'est toujours oui. Après, si tu as des trucs envahissants, tu essaies qu'il y ait pas de graines ou trop de racines qui pourraient s'enraciner. Mais c'est ça le principe, là, c'est qu'on joue avec ce qu'il y a autour de chez nous parce que nous, ça notre démarche, elle s'inscrit dans un mode de vie écologique aussi. Fait qu'on essaye de minimiser le transport de quoi que ce soit, là. On essaye d'acheter le moins possible le compost, on n'achète pas, de terreau presque plus, Mmh. et on n'achète pas de paillis non plus, à part une balle de paille de temps en temps à l'agriculteur, voisin. On le listera, le livre de Nigel Palmer, il a l'air intéressant. Camille, elle ajoute qu'il parle d'extraits de plantes pour venir compenser certains minéraux qui sont peut-être des oligo-éléments ou déficitaires dans le sol Mmh. pour compenser. Ça a l'air intéressant. Merci Camille. Après avec les paillis aussi, quand on amène beaucoup de paillis, de beaucoup de sortes différentes de paillis, on apporte aussi beaucoup de nutriments, variés. Mais en tout cas, moi, je retiens que tu as beaucoup de diversité dans ton sourcing de paille. Tu as pas un Oui. fournisseur, parce que moi, par exemple, ayant des chèvres, bah, j'ai un fournisseur de foin, un fournisseur de paille, et puis ça serait assez Mmh. tentant de juste augmenter le volume et tout mettre dans le potager, par exemple. Oui, ben, on fait aussi comme on peut, là, Mmh. si c'est ça le plus simple, tu sais, on fait avec le temps qu'on a, puis mais c'est vrai que ça dépend des années aussi. Une telle année, tu as plus de telle matière, l'autre année, tu as, Hydro-Québec qui vient nettoyer les lignes électriques, qui vide un tas de BRF, donc cette année-là, ben, tu as du BRF. Ça c'est ça, on fait avec ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir par rapport à la nature de son sol entre sableux, argileux, qui change l'approche? Ça change pas l'approche. Non, l'argile, c'est toujours le sol le plus fertile. C'est le plus chiant à travailler. D'habitude, les gens sont pas contents quand il y a de l'argile, mais en fait, ils savent pas que c'est le meilleur sol. Puis en on travaille du sol, on le travaille plus. Fait que c'est doublement le meilleur parce que l'argile, c'est réactif chimiquement, tandis que le sable, c'est inerte. C'est comme, c'est comme de la silice, on fait de la vitre avec ça. C'est pas, comment je dis? Il y a pas de courant électrique là, tu sais, ou électronique ou tu sais, l'argile, c'est chargé Mmh. électronégativement, puis la matière organique, c'est plutôt chargé positivement. Donc ça fait que les molécules s'associent ensemble. C'est ça qui fait le complexe argilo-humique qu'on appelle que c'est l'humus finalement. Tandis qu'avec le sable, c'est beaucoup plus compliqué de faire, de l'humus, puis c'est un sol qui est plus inerte. Après, c'est rare qu'on a du sable pur, 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 sable de plage, là, tu sais, on cultive rarement sur les plages. Fait que souvent, quand on a un sol sableux, on a quand même de l'argile au travers. Puis une bonne manière de compenser pour, la texture, pour avoir un style plus argileux ou plus qui retient plus, c'est de mettre du biochar. Dans les sols argileux, le biochar, ça aide vraiment beaucoup parce que c'est poreux, ça retient l'eau, ça retient les nutriments, puis ça fait aussi des abris, des refuges pour les micro-organismes. Donc mais sinon ça marche très bien sur tous les types de sols. Et là, je vais combiner ce que tu nous dis sur le biochar avec une question, qui que pensez-vous de l'utilisation de la farine ou de granules de luzerne séchés? Puis tu nous parles de biochar, puis ça fait 3 trucs moi personnellement je connais peu. Est-ce que tu peux nous situer par rapport à ça? C'est Biochar, quoi les luzerne, granules de luzerne? Ben biochar, c'est sûr que c'est excellent. mais c'est quoi? Farine, granules de farine, ben, moi je vois pas d'inconvénient, là. Je pense que tout ce qui est de la matière organique, ça nourrit le sol. Granules de luzerne, séchées, ben, ça fait un peu comme du foin, j'imagine. Mais ça reste des granules, donc ça fait pas forcément du paillis. Moi, je préconiserais que ça soit en paillis, sauf que si on a ces matières-là, moi je vois pas l'intérêt d'en acheter. Pour répondre, tu sais, de la farine, on est mieux de la manger soi-même. Après, si elle est plus bonne, on peut très bien la mettre dans le jardin. On n'est pas du tout non plus obligé de la composter. Puis même chose pour les granules, ben
Il y a pas besoin d'en acheter, là. Tu sais, tout ce qui est plus azoté, tout ce qui a besoin d'azote, si on veut acheter des granules, de trucs azotés, je sais pas si la luzerne est azotée dans ce cas-là, mais nous, on travaille avec, l'urine diluée ou la crotte de poule diluée pour quand on a besoin d'un boost d'azote. Puis sinon, on travaille avec la rotation des cultures, donc c'est ça, on met du fumier frais la première année, puis on met pas de fumier sur un sol déjà riche, on met pas de fumier pendant 3-4 ans, puis la quatrième année, on va mettre des légumineuses qui sont fixatrices d'azote. Puis, c'est ça, nous, c'est vraiment le principe de on n'achète rien, là. Ouais. Et on s'en va un peu sur la fin si on essaie de recondenser ou résumer justement ces fameuses différences entre un potager traditionnel et en non-travail du sol. Est-ce qu'on se lance dans un résumé? La première qu'on a nommée, c'était, au sens propre, le Au sens non-travail du sol. Là, c'est sérieux, c'est ça qu'on comprend. on le voit plus. Tu On mets n'y du est pas, paillet on n'y touche plus. Ouais. quand tu mets la première fois que tu mets du paillis à ton sol, tu lui dis: «Bye bye». Tu le reverras plus, sauf, quand Et la deuxième, c'était plutôt cette notion de proximité. Non, le rôle du jardinier change profondément ouais, parce qu'on se voit beaucoup moins placer des systèmes d'irrigation, se baisser, ouais, bêcher, biner même. Donc ouais. Ah, il y a du paillis partout, on peut plus biner, c'est sûr. Ouais, mais après, ça c'est on parle des faut spécifier quand même qu'on parle des grandes lignes, là. Parce qu'après, tu sais, j'accompagne des gens dans tous les micro comment dire? Microclimats possibles, contexte. là, puis les OK. contextes spécifiques à chacun. Fait que des fois, tu sais, il y a des cas qu'on a besoin encore de labourer telle fois ou de faire un gros coup de désherbage ou d'arroser parce qu'eux sont sur un buton, qui se draine vraiment beaucoup, fait qu'ils ont mis un goutte à goutte ou tu sais, mais en général, comme nous, on n'arrose plus le jardin, on le laboure on bêche plus, on laboure plus, on désherbe presque plus. Puis c'est ce que je vois dans la majorité des cas, là. Puis c'est pas une différence, le troisième point que je voulais nommer, mais c'est juste, renforcer ce côté, on fait confiance à la biodiversité, à la masse Ouais. de toute cette vie qu'on amène à travers le pays et autres pour, Mmh, réguler, bon, on a nommé les ravageurs, les maladies, mais aussi la fertilité, mmh. le pH, et cetera, quoi. Ouais, c'est ça. Ex On se Est-ce place que comme un organisme de l'écosystème parmi les autres. on a nommé aussi un petit peu de non de temporalité ou autant faire bien les choses dans l'ordre. La première année, on peut se permettre des petits coups de Ouais. rotoculteur, peut-être pas aller jusque-là, mais au moins de traiter, le Encore problème. là, ça dépend sur quel sol Mmh mh. on est. Si c'est pas compacté, on peut partir directement. Puis si c'est compacté, un petit coup de grelinette, un Mmh mh. gros Puis on essaie de bien penser ces cultures d'année en année pour qu'on ait une rotation et que si on veut se faire le défi des carottes la première année, pourquoi pas? Mais non autant y travail aller du dans sol, un ordre, qui facilite la vie, oui. ouais, on pourra pas semer des carottes en non-travail du sol la première année. Si sauf Mmh. ben, il va falloir décoiner, c'est ça que je veux dire. On peut pas semer des carottes dans la pelouse. Mais des ouais, patates. Et peut-être pour terminer, est-ce que tu as vu une évolution depuis que tu as commencé à travailler ce sujet, bien avant 2012? Mais des nouveaux acquis, des nouvelles convictions qui se sont forgées plutôt dernièrement qu'au début de vos expérimentations et recherches? Par rapport à moi, tu veux dire ou dans la société en général ou? Bah, les 2. Tu sais, est-ce que ça a évolué, que ce soit depuis ton livre ou depuis, le début? Est-ce que tu as vu des nouvelles choses, autres que croire toujours plus dans la qualité de la méthode? On n'a pas fait de gros apprentissages, récents, révolutionnaires là. En gros, c'est un peu des raffinements de telle culture, ça marche mieux comme ça avec tel pays, c'est ça. Le gros de la méthode, ça reste toujours le même, puis de tous ceux que j'accompagne, ça donne pas mal les mêmes résultats chez les autres que chez nous aussi. Donc c'est ça. Tu dis autre que de faire toujours plus confiance, mais nous, c'est ça qu'on apprend le plus année après année, c'est que, tu sais, si les légumes sont encore de plus en plus beaux 15 ans après, tu te dis: «OK, c'est quand que ça s'arrête, là?» C'est Affirme. dans le fond, c'est juste la conviction qui se renforce, là, mais on n'a pas fait d'apprentissage révolutionnaire, hein.
Sinon, les excellent. apprentissages en tout cas, ce que je peux dévier un peu du sujet, c'est que l'apprentissage principal qu'on fait après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'énergie qui nous reste vu qu'on laboure plus, on désherbe plus, tu sais? Est-ce qu'on fait un plus grand jardin? Est-ce qu'on fait plus d'autosuffisance? Est-ce qu'on prend plus soin de soi? Est-ce que, tu sais, c'est parce que nous, ça s'inscrit dans un mode de vie écologique. Fait que c'est quoi un mode de vie écologique, tu sais? Est-ce que c'est juste produire toujours plus ou est-ce que c'est prendre soin mieux du sol? Est-ce tu sais, comme on disait, là, la technique, elle marche. On pourrait faire affaire avec des microbiologistes du sol qui viendraient l'améliorer encore ou, tu sais? Fait que qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie-là qui devient à notre disposition? C'est un peu ça la question suivante, là, selon mon vécu, là. Mmh. Mmh. Tu peux continuer à faire plus de balados comme ça, c'est très bien. Je suis là pour ça. Mais c'est ça, c'est pour terminer, super, peut-être on va conclure sur le fait qu'on se voit bientôt, à la fête des semences de Québec, 28 février, 1er mars. Prochaine? Ouais. Il y a toujours le livre de Marie, dans, les commentaires et les deux trois autres ressources qu'on a nommées qui seront là également Puis je serai en et conférence le tu seras en conférence le dimanche, exactement, ouais. On a 2-3 conférences de toute notre gang, on va l'appeler, comme ça, qui sera à la fête des semences de Québec. Donc n'hésitez pas à venir, faire signer votre livre ou, tout simplement, nous rencontrer, écouter Marie, Pierre-Antoine, il y aura l'académie potagère et qui seront à nos côtés également et on prépare une 3e prise de parole de Marie sur, on a hésité à faire ça aujourd'hui, mais je pense que tu l'as bien nommé dans ton outro sur, c'est quoi la vision qu'on veut pour, le Québec et ce réseau de petites, potagers, respectueux de la nature, qui la comprennent et qui, vivent bien avec. Puis, on avait à cœur de travailler ce sujet de vision, je vais même dire jusque 2035 pour qu'elle soit le plus palpable possible et concrète et que ça soit pas, juste une somme de valeurs, mais bien un plan qu'on conçoit, à travers la communauté, de toute notre Mmh, gang de nouveaux, que ce soit la Main Verte, l'académie, mmh. et cetera, et cetera. Enfin, on trouvait ça intéressant. Ça fait le lien avec la question d'avant. C'est tu sais, c'est quoi, tu sais, après Beh, la oui, révélation ou quoi? qu'est-ce La qu'on fait de cette révélation, énergie? c'est un mode de vie complet, tu sais, fait que c'est quoi le mode de vie? Puis après l'échelle individuelle, il y a l'échelle collective aussi, donc des questions, il y en a plein. Des révélations, il y en a plein encore à venir. Fait qu'on se dit à la prochaine. Merci beaucoup Marie de nouveau Merci à et toi, Alex.